Et on accueille maintenant nos invités du Réveil des idées. Édouard Bina, président de la Cocarde étudiante. Également avec nous, Romain Maréchal, entrepreneur et fondateur d'Épopée. Bienvenue dans la matinale de Frontières. Vous serez accompagné de notre journaliste Jules Laurent. Le Réveil des idées, c'est parti. Frontières, la matinale. Le Réveil des idées. Messieurs, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons parler bataille culturelle et pour cela, évoquons un des concepts du philosophe italien Antonio Gramsci. Pardon, je ne suis pas italienne. L'hégémonie culturelle, on écoute. Selon lui, pour conquérir le pouvoir, il faut mener une guerre de mouvement et une guerre de position. La guerre de mouvement, ce sont les campagnes électorales ou bien la révolution. La guerre de position est de nature différente, elle se mène sur le terrain des idées. Bonjour messieurs, bienvenue sur Frontières. On va parler effectivement forcément de Gramsci dans cette bataille culturelle. Moi je tenais à vous inviter tous les deux parce que c'est quelque chose qui est au cœur effectivement de vos activités en ce moment. Je commence par vous, Romain Maréchal, notamment parce que j'ai vu, c'est pour ça que aussi j'ai tenu à vous inviter, vous avez fait l'annonce d'un festival récemment qui serait d'un côté conservateur sur les arts traditionnels, et justement est-ce que ça va dans cette dynamique de bataille culturelle? C'est quoi votre dynamique à travers ça? Le constat il est très simple. C'est qu'en fait, la culture, c'est les clés de discernement de l'avenir d'un pays. C'est aussi simple que ça. Et en fait, la culture a cette formidable vertu qu'elle permet de parler à l'âme, de l'élever à travers la valorisation du beau, de la vérité. Et donc rien de tel justement qu'un festival de courts-métrages de fiction, évidemment, pour pouvoir justement valoriser ce patrimoine culturel français et donner envie, ou en tout cas donner des perspectives à la génération qui arrive, justement parce que je pense que la France en a grandement besoin. Et vous, Édouard Bina, vous êtes président de la Cocarde, donc j'imagine que la bataille culturelle, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien dans les facs, dans les universités. J'imagine que vous avez une certaine opposition parce que la gauche a bien compris qu'il fallait noyauter les universités et certains secteurs clés. Comment vous la vivez, vous, au quotidien? Qu'est-ce que vous essayez de faire avec la Cocarde? Eh bien, en fait, pour mener une bataille culturelle, il faut aussi et surtout repérer ce que fait l'adversaire. Et la grande différence entre la droite et la gauche, c'est que là où la droite va essayer de proposer des choses avec ses propres idées et surtout son propre argent, la gauche, elle, va toujours trouver un moyen de détourner des fonds publics, de détourner des choses qui sont mises à disposition de la population pour les pervertir et utiliser pour faire passer son idéologie. Et c'est aussi ce que nous essayons de faire à la Cocarde, c'est de démontrer que la gauche utilise et ponctionne des fonds publics pour promouvoir ses idées. Quand on regarde, si vous pouvez voir tout ceci sur les réseaux de la Cocarde étudiante, nous démontrons l'ensemble de l'argent qui est utilisé pour financer des shows de drag queen dans les universités, des podcasts queer. Je doute que vous touchez un seul euro d'argent public pour vos projets. Et non, effectivement. Et c'est bien ça le problème, c'est comment faire la bataille culturelle lorsque d'un côté on a la gauche qui est subventionnée à coups de millions pour des projets totalement délirants. On peut parler par exemple de podcasts queer qui apprennent comment devenir transgenre. On peut parler de shows de drag queen, on peut parler d'achat de livres féministes avec l'argent des universités. Si nous voulons gagner la bataille culturelle, il faut non seulement proposer des choses, proposer une vision culturelle de la droite, mais il faut aussi et surtout couper les subventions à la gauche qui les utilisent pour mener un combat déloyal. Des subventions, je pense en plus, ça arrive dans le grand sujet du budget actuellement. C'est des dépenses qui sont immenses, Romain Maréchal. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça actuellement avec le budget? C'est là où justement le camp national a finalement assez paradoxalement un grand coup d'avance. C'est que finalement nous réussissons à exister, à vivre et à nous développer sans 1 euro d'argent public. Donc imaginez demain, avec les 6% de déficit, les plus de 3 000 milliards de dettes, que finalement on décide d'arrêter de subventionner, pardonnez-moi, mais des navets qui font quasiment très peu d'entrées au cinéma et qui sont surtout bourrés d'idéologie. Et je peux vous garantir que c'est un raz-de-marée qu'il va y avoir dans la société française. Et je ne parle pas seulement du basculement anthropologique, je parle également de victoires possibles dans la gestion du pays. Voilà, donc c'est ça. Parce que faut prendre en compte quand même que ce sont des dépenses, que ce soit... En fait, nous, ce qu'on dénonce, c'est beaucoup, toi notamment, dans les enquêtes, les associations, des groupes qui ont aussi des financements, des marques qui ont des financements, des médias qui ont de très très gros financements également. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est des dépenses, comme vous dites, Romain Maréchal, qui
qui ne sont pas nécessaires. Pour eux, c'est des plus. Pourtant, c'est presque eux qui sont souvent anticapitalistes. C'est eux qui profitent le plus de tout cet argent. Quand nous, on va dire qu'on est plus à s'autosuffire. On est dans l'autosuffisance. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à une phrase de François Hollande quand il était président. Il disait mais vous inquiétez pas, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. C'est ça en fait la mentalité qui est insupportable. C'est qu'en fait nous sommes dans une logique de préservation, de conservation, surtout pour les générations qui arrivent. Eux en fait sont juste dans une dynamique de jouissance immédiate avec l'argent du contribuable, mais effectivement ils en bénéficient plus qu'ils n'en donnent, donc finalement c'est sûr qu'ils ont le bon rôle à la fin. Edouard Abina, vous pensez quoi de tous ces financements ? Je pense aussi et surtout que nous devons nous focaliser sur la droite qui finance les associations de gauche, parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, là où c'est normal que la gauche va tenter de subventionner la gauche. Quand on voit les subventions d'Anne Hidalgo, on n'est pas trop surpris, mais par contre quand on voit que par exemple Laurent Wauquiez a financé Filaction, qui a fait une intervention dans mon université. Ils ont fait une formation aux étudiants et la formation c'est une association soi-disant féministe qui fait des formations payées évidemment avec l'argent public, avec les subventions, par les universités ou par les écoles pour former à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'accord. Il y a un article sur le site de la Cocarde que j'ai moi-même écrit à ce sujet qui montre comment ils vont utiliser les réels cas de violences faites aux femmes dans les universités ou dans la société pour en fait essayer d'avancer des théories qui sont complètement délirantes. Et c'est surtout un moyen de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand on regarde les subventions, elles ont touché 15 000 euros de Laurent Wauquiez. Et pour l'intervention dans mon université, elles ont été payées et à hauteur de plusieurs milliers d'euros. Et dans cette intervention, on avait un questionnaire à remplir en public devant tout le monde. Et si on ne répondait pas les bonnes choses, on se faisait reprendre. Et c'était quel type ? Vous avez des exemples ? Oui, les photos sont disponibles dans l'article de la Cocarde étudiante sur comment l'extrême gauche se finance sur les violences sexistes et sexuelles. Et c'est absolument délirant parce que c'est financé que ce soit par les universités, mais on a aussi et surtout des gens de droite qui vont donner de l'argent à ces associations pour se faire bien voir. Et le fait que Laurent Wauquiez, qui s'est fait un chantre de la droite, qui a coupé les subventions à Sciences Po Grenoble, a été financé une association qui fait de la propagande politique dans les universités. Et ça, c'est quelque chose où on peut avoir un impact direct. C'est-à-dire qu'il faut interpeller les élus de droite, il faut leur dire « Non, vous ne devez pas financer ». Personne à gauche, on n'a jamais vu Anne Hidalgo financer Frontières. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir Laurent Wauquiez qui finance la gauche ? Est-ce que c'est un manque de connaissance ? Est-ce que c'est un manque de connaissance du sujet ? Est-ce que Laurent Wauquiez est suffisamment au courant ou est-ce qu'il a pensé bien faire ? Il me semble que justement il avait été interpellé à ce sujet par plusieurs élus régionaux et qu'il a maintenu malgré tout la subvention. Pour moi, c'est simplement qu'ils ne craignent pas assez un retour de bâton de la droite et qu'ils se disent « j'ai déjà le soutien de la droite, il faut que je m'arrange le soutien d'une partie de la gauche si je veux m'assurer ma réélection ». Et tout comme on peut le voir aussi avec Rachida Dati qui récemment a annoncé qu'elle voulait transformer la monnaie de Paris en partie en musée d'art africain. Et c'est de la droite que viennent les trahisons. Bon, là, donc, le constat il est fait. Donc oui, la gauche vit des subventions. D'ailleurs, souvent, moi, je me place un peu à tort, mais c'est plutôt en fait elle survit grâce à ça pour moi à mon sens. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un modèle capitalistique qui la permet de tenir. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'est-ce qu'on propose de manière pragmatique. C'est quelle est la vision culturelle de la droite. Est-ce que le conservatisme plaît à la jeunesse ou non ? Qu'est-ce qu'on va justement promouvoir pour que la jeunesse soit emballée ? Est-ce qu'il faut passer par l'écologie ? Est-ce qu'il faut passer par de nouvelles plateformes ? Comment est-ce qu'on arrive à proposer quelque chose pour la jeunesse ? Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Nous, on a une devise chez Epopée qui est une synthèse parfaite pour moi de l'esprit français, c'est tradition, innovation, tradition, progrès. C'est-à-dire se servir de ce qu'on fait de mieux en termes de progrès technique au service de la valorisation des traditions et des valeurs qui font de la France un grand pays. Donc à partir de ce moment-là, normalement, rien n'est impossible. Mais après, évidemment, il faut réussir à aller au-delà, évidemment, des subventions, donc de ceux qui ont plus d'écho que nous. Et puis surtout, il faut une mobilisation générale, proposer des projets, évidemment. Et ça, de fait, c'est un état d'esprit qui, il faut être volontaire. Et je suis sûr que cette jeunesse, quand je vois l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui, on parle de conversion de masse, on parle de gens qui ne se laissent plus faire par le politiquement correct. Honnêtement, je pense que l'avenir est à nous, l'avenir est au camp national. Maintenant, comme vous le disiez très justement, il faut être force de proposition, il faut arriver avec des projets concrets et il faut que ceux qui peuvent apporter de l'argent, je le dis, je sais qu'en France ça peut être un tabou, mais c'est nécessaire. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir aussi. Si on n'a pas les moyens de notre politique, c'est pas la peine d'y aller. Donc on y va
donnez-nous l'opportunité. Ici, on a tous à peu près le même âge. On a envie d'y arriver, on veut redresser la barre, mais il faut aussi que ceux qui nous écoutent, ceux du camp national, ceux qui n'ont pas forcément le temps de militer ou de s'engager, voilà, nous donnent les moyens de le faire. Donc, aidez-nous. Soutenez nos initiatives, partageons et faisons fi de toutes ces chapelles voilà, dans le camp national. Je sais que chacun y va de sa petite critique habituelle. Ça, je pense que c'est mortifère. Il faut absolument qu'on se serre les coudes et qu'on aille de l'avant ensemble. Et Edouard Binat, est-ce que le conservatisme, il plaît à la jeunesse ou est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne parle plus en termes de référentiel ? Eh bien, il peut plaire à la jeunesse et c'est ça justement sur lequel il faut insister. C'est que il peut si on y met les moyens. Et c'est là le grand problème. C'est qu'une grande partie des gens ne veulent pas mettre les moyens ou ne savent pas comment le faire. Et c'est là où nous avons l'avantage d'être un mouvement jeune. Nous avons des jeunes qui vont venir, qui vont proposer des idées. Et surtout, nous pouvons aider les jeunes à se reconnecter à leur propre culture. C'est-à-dire que des fois, nous accueillons des gens qui, parce qu'ils ont eu comme seule référence culturelle française l'éducation nationale qui est totalement défaillante, ne sont pas connectés à leur propre histoire, à leur propre culture. Et c'est en les connectant, en leur disant il faut lire tel livre, il faut se renseigner sur telle chose, en publiant des articles pour expliquer certaines choses de l'histoire de France, en les emmenant faire des sorties culturelles, que justement on va reconnecter ces jeunes à leur patrimoine, qu'on va leur donner aussi envie de l'aimer, qu'on va leur donner envie de le partager, de faire en sorte que les autres le connaissent. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à avoir cette véritable révolution culturelle, en ayant des gens qui savent ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller, et surtout qu'ils veulent le partager aux autres. Et je vais participer à ce petit débat quelque part parce que, pour rappel, moi je viens un peu plus du monde de la gauche plutôt que de la droite. J'ai eu un sacré. Enfin, vous êtes la bienvenue. Et c'est vrai que quelque chose que j'ai constaté, c'est un problème d'esthétisme. C'est-à-dire, je vais m'expliquer là-dessus, c'est que à droite... C'est pas gentil pour nous. Non. Il y a une évolution. Ça évolue. Nous aussi, on y travaille. On fait en sorte d'évoluer au fur et à mesure dans nos magazines, de proposer quelque chose de plus moderne. Mais effectivement, jusqu'ici, et ça commence à évoluer, il y avait quand même un côté un peu ancestral presque. Poussiéreux. C'était poussiéreux. Allez. Et je pense que c'est à nous aussi, justement à droite, de dépoussiérer tout ça, de faire aussi vivre des jeunes, de montrer de nouveaux visages, des choses un peu plus fraîches, de montrer qu'il n'y a pas que les anciens qui pensent toutes ces choses-là, parce qu'en fait on est très nombreux, il faut dire ce qui est, à la Cocarde et dans de nombreux mouvements. Tout à l'heure on recevra Yona et Anaïs du collectif Némésis. Ça fait partie de ces jeunes visages qui popent comme ça dans notre culture médiatique, et en fait on en a besoin, et je pense que ça c'est extrêmement important, Edouard Binat. Oui, bien sûr. Et justement, je te rejoins totalement sur le manque d'esthétisme à droite, qui vient aussi en partie du fait qu'il y a eu un problème de renouvellement, et surtout de laisser la place à des gens pour qui c'est la réelle compétence. C'est quand on prend une personne qui a la bonne volonté, qui est de droite, mais dont ce n'est pas du tout le domaine, ça va être beaucoup plus compliqué. On ne peut pas s'improviser cinéaste comme ça. Graphiste, illustrateur, c'est... On a besoin d'aller chercher ces talents, et c'est aussi quelque chose que nous essayons de faire à la Cocarde, en allant en dehors de nos zones de confort. C'est-à-dire que notre but, c'est pas uniquement d'avoir des étudiants en droit, d'avoir des étudiants en histoire et en école de commerce. C'est aussi d'aller chercher, et on en a trouvé. On a trouvé des étudiants en art, on a des gens de l'école du Louvre qui nous rejoignent, et ces personnes-là nous apportent une vision de la culture que nous n'avons pas forcément, et surtout, on leur montre qu'il y a moyen de faire quelque chose à droite. C'est que d'habitude, ces personnes vont camoufler leurs idées, vont passer toute leur vie dans le monde de la culture de gauche en se disant, si je fais le moindre faux pas, je perds ma carrière. Et du coup, ils n'oseront jamais s'afficher comme de droite, ils n'oseront jamais porter des projets à droite. Et quand on leur dit, il y a un monde au-delà de la gauche, il y a un monde dans lequel tu peux porter ta vision artistique à toi sans forcément totalement infuser les idées, parce que c'est aussi une autre erreur de certains de vouloir faire d'abord les idées et ensuite l'esthétique. En fait, les deux vont de pair. Exact. Et lorsqu'on a des idées, elles infusent tout naturellement dans ce que l'on fait. Et c'est là où c'est important, c'est d'avoir des personnes qui ont des bonnes convictions, ont aux bons endroits et qui vont faire de la production culturelle qui nous permettra ensuite de relancer l'esthétisme à droite. Romain Maréchal, quelle est la stratégie esthétique aujourd'hui d'Épopée notamment ? C'est très simple. L'idée, quand on parle de bataille culturelle, c'est de dire qu'en fait, derrière ce mot bataille culturelle, qui peut sembler être un combat d'arrière-garde, c'est finalement la valorisation de l'identité française. Et l'identité française, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous refusons de laisser le pays partir à la dérive. Donc à partir du moment où on a compris ça et on se mobilise comme un sujet prioritaire, particulièrement cette année où il n'y a aucune élection, donc aucun exutoire électoral, évidemment,
il faut pouvoir prendre le taureau par les cornes et y aller sur ce sujet de la valorisation de la culture française. Donc pour répondre sur l'esthétisme, vous l'avez dit très justement, il faut des gens qui ont des verticalités très fortes, avec des compétences bien prononcées. Et moi je le constate, parce que je suis producteur, évidemment, vous l'avez dit, avec Épopée, avec La Pointe de l'Épée, on travaille avec des institutions, on a travaillé pour Saint-Cyr notamment, l'école des officiers de l'armée de terre, on a travaillé pour d'autres sociétés privées. Et en réalité, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de compétences, qui sont totalement attachés à la culture française, à la valorisation de ces traditions, et qui n'attendent en fait que des initiatives comme la nôtre, comme la vôtre aussi chez Frontières, donc pour ce qui est du journalisme et de l'actualité, pour pouvoir justement s'engager. Et quel bonheur de pouvoir mêler l'utile et l'agréable, gagner correctement sa vie et faire la défense des valeurs et des traditions qui font de la France un très beau pays. Moi j'ai aussi quelque chose, une sorte de réflexion qui me vient souvent, c'est est-ce qu'on n'a pas aussi un problème dans la bataille culturelle à droite avec la notion de progrès ? C'est-à-dire que éminemment la jeunesse elle a quand même dans sa globalité, sauf ceux qui viennent d'un milieu culturel vraiment de droite, elle a quand même la notion de progrès comme quelque chose de positif, et c'est vrai que se placer comme anti-progressiste, souvent en conservateur, c'est-à-dire contre la notion de progrès qui est positive dans l'imaginaire de la majorité des personnes, est-ce que c'est pas là qu'on perd aussi ? Alors si le progrès c'est des hommes en barésie qui lisent des contes de fées à nos enfants des bibliothèques, effectivement c'est pas ma définition de progrès. Si en revanche le progrès c'est la capacité d'utiliser les moyens techniques, comme je le disais, pour justement valoriser cette culture française. Un petit exemple tout bête, le général de Gaulle, il a su parfaitement bien faire cette synthèse entre des traditions françaises, je ne vais pas revenir sur son parcours politique, et en même temps l'émergence de projets hyper ambitieux, le nucléaire, le Concorde, Ariane et j'en passe. C'est-à-dire que justement l'un n'est pas antinomique de l'autre, c'est simplement que dans la bataille sémantique, c'est pas vous que je vais apprendre ça, c'est très orwellien comme discussion, c'est dans 1984, il explique qu'en fait le ministère de la Vérité a réussi à transformer le sens des mots. Le progrès, c'est pas un gros mot, c'est simplement que les ennemis politiques, nos ennemis, nos adversaires politiques, se sont appropriés pour valoriser des choses qui sont, selon moi, décadentes, voilà, et qui sont antinomiques avec les valeurs que nous portons. Donc, si le progrès, c'est le progrès effectivement technique, c'est l'avancée de la société vers le futur, pas de souci. Si en revanche, évidemment, c'est faire la promotion de mœurs malheureusement qui ne sont pas en adéquation avec ce qui fait de la France un gros pays, effectivement, il faut revoir les termes. J'ai une dernière question qui est aussi d'actualité. Notre-Dame va peut-être faire payer 5 € l'entrée de la cathédrale. Pour ou contre, Romain Maréchal ? Moi je suis un fervent chrétien, j'ai eu la chance de pouvoir me confirmer l'année dernière et lors de mon mariage vivre une vraie conversion au catholicisme, et en réalité pour moi c'est des débats d'arrière-garde, au sens où en fait il y a tellement d'autres pans d'économie à faire. France Télévisions c'est 4 milliards. 4 milliards. Et Rachid Dati nous explique qu'en faisant payer 5 € on va pouvoir financer la reconstruction des églises. Mais très bien, si c'est ça le projet du gouvernement, on peut faire la liste. Je suis sûr que vous l'avez déjà, la liste en plus chez Frontières, parce que vous faites très bien votre travail. On a la liste de toutes les économies qui sont à faire. Donc pour moi c'est du foutage de gueule, et pardonnez-moi d'être un peu rentre dedans dès le matin, mais honnêtement on se fout de nous. Voilà, je pense que non, il ne faut pas faire payer le beau, la vérité et ce qui nous élève. Et deuxièmement, s'il y a des économies, si c'est ça le sujet, je pense qu'on peut faire en 10 minutes on fait le tour. Edouard Binat, pour ? Totalement contre aussi. Pour moi ça devient en fait une éloge du matérialisme où tout doit forcément avoir une valeur matérielle, et le simple fait que rentrer dans Notre-Dame de Paris devrait demander une contribution pécuniaire, c'est absolument scandaleux. On ne devrait pas mettre un prix pour visiter son propre patrimoine. Et puis c'est antisocial. Oui, mais comment vouloir en fait que la jeunesse française se reconnecte à son histoire, à son patrimoine, parce que oui, certains diront 5 € c'est rien, mais c'est toute une barrière mentale. Alors, combien de gens sont déjà rentrés dans une église simplement parce qu'elle était ouverte et qu'ils ont voulu aller jeter un œil, et des conversions ont commencé comme ça, où je connais des gens qui sont totalement athées mais qui ne manquent jamais une occasion de rentrer dans une église pour admirer le travail. Pour la beauté, pour l'architecture. Exact, et surtout, ne serait-ce que pour cette réalisation de la grandeur. C'est-à-dire que Notre-Dame de Paris, c'est des centaines de personnes qui ont travaillé et qui n'ont jamais vu la fin de leur propre travail. C'est quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui, à une époque où chacun ne pense qu'à sa propre vie et a beaucoup de mal à envisager quelque chose après. Quand on vit dans des périodes électorales de 5 ans et qu'au bout de 5 ans, on a déjà du mal à voir ce qu'on fera après. Et Notre-Dame de Paris, c'est une réalisation qui est absolument immense. Et pour prendre conscience de cette immensité, il faut rentrer dans le bâtiment et se rendre compte que chaque chose a été ouvragée et par des bâtisseurs avec un savoir-faire qui est absolument immense pour l'époque.
Et c'est quelque chose, il y a un nombre de gens qui ne le feront jamais s'il y a 5 € à payer. C'est une barrière qui est totalement symbolique, mais qui est là pour décourager les gens de s'attacher à notre patrimoine. Ça me fait quand même, ce débat me fait quand même penser à ce qui se passe actuellement, enfin pas actuellement, mais depuis longtemps au Portugal. Moi j'ai été à Porto, qui est une ville magnifique que j'invite les gens à découvrir. Les églises sont payantes pour la plupart. En Italie, dans beaucoup de pays européens. Alors, moi j'avoue que ça m'avait quand même frappée, j'avais été surprise, mais quand je voyais à l'intérieur l'entretien, je me suis dit, ok, alors par contre la participation n'était pas la même, je pense que ça doit être 2 €, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est pour les touristes ou c'était pour aussi les locaux? Et c'est pour, je pense que, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est pour tout le monde. La différence, c'est qu'on voit que l'entretien est vraiment réservé, que l'argent, il me semble, est vraiment réservé à ça. Ma crainte, c'est quand on voit toutes les petites brèches qu'il y a dans l'économie française, tous les petits accords qu'il y a entre chaque politique, ma crainte, c'est effectivement que cet argent-là, si jamais c'est validé, c'est un fonds qui soit déversé. C'est ça. Ils ont 48% d'impôts obligataires en Italie ou au Portugal. Je n'ai pas ma connaissance. C'est le chef d'entreprise qui vous parle. C'est une catastrophe. On est asphyxié par les charges. Il faut libéraliser le pays. C'est une catastrophe. Donc si vous voulez, si on avait 28, 25 ou 30% d'impôts obligataires, pourquoi pas ? Mais là, c'est presque 50% en fait. Enfin, les gens qui travaillent, qui nous écoutent, doivent se rendre compte de ce qu'on paye tous les jours dans toutes les strates de nos dépenses, soit sur les entreprises, sur la TVA, sur les charges pour les enfants. Enfin, c'est une catastrophe. Donc c'est ça en fait, c'est un problème général. C'est pour ça que quand on parle d'économie, je veux bien, mais à ce moment-là, il y a vraiment des économies à faire ailleurs que sur les édifices religieux. Et puis c'est une tendance complète du gouvernement de toujours instaurer un nouvel impôt et de l'utiliser pour autre chose. Je vais revenir au domaine universitaire, mais ils ont mis en place la CVEC qui est censée être une contribution à la vie étudiante et qui est censée être uniquement pour les universités, et on découvre quoi ? Que toute une partie va rentrer dans les caisses de l'État pour payer la dette. Et ça va être la même chose, sauf qu'on va se retrouver à payer pour entrer dans Notre-Dame de Paris pour financer des drag queens. Merci en tout cas à tous les deux. On va suivre tout ça. Parce que c'est de grandes actualités que chacun, vous, à votre échelle et selon vos compétences, donc plutôt dans le domaine étudiant, plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous réalisez. Merci à tous les deux pour vos contributions enrichissantes. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir et on espère vous voir très bientôt chez Frontières. Nous allons nous plonger un peu plus dans cette thématique lors de notre interview frontale. Restez avec nous car juste après la publicité, Jules Laurent vous présentera sa chronique Enquête, Dossier Noir. On prend une pause désormais dans Frontières, la matinale. Restez avec nous, à tout de suite.